Avant que je vous présente notre projet pilote du Québec, au Québec, on m'a demandé de juste vous rappeler que dans les pochettes que vous avez reçues, on vous a remis une feuille qui donne un supplément à la formation. Ça vous donne des pistes pour aller vérifier des méthodes alternatives de résolution de conflits. Alors, ce sont des références de programmes qui existent soit en Australie, soit aux États-Unis. Le premier, c'est la coordination parentale. Je vais juste dire un mot sur la coordination parentale. Vous savez qu'au Québec, on a eu notre premier projet et la mise en place de cette spécialité, si je peux dire, dans les dernières années. En fait, on a terminé un projet pilote aussi. Donc, c'est pour ça que je dis que nous sommes dans le train des États-Unis, mais leur wagon est toujours 15 ans devant le nôtre. C'est mon expérience de la médiation familiale ou des méthodes alternatives de règlement. On s'inspire beaucoup de ce qui est fait là-bas, mais en écoutant Marsha ce matin, je me disais qu'on était vraiment comme sur les mêmes longueurs d'onde, avec exactement les mêmes problématiques, les mêmes expertises, et c'était très rafraîchissant et stimulant de l'entendre nous parler ce matin. Alors, donc, je vous invite à consulter ça. Il y a des liens Internet pour vérifier, pour aller plus loin dans les différents programmes. Je vais aussi juste vous mentionner, je vais faire circuler, c'est un numéro spécial du fameux journal de l'AFCC dont a parlé, l'association dont a parlé Marsha ce matin, où ce sont des professionnels vraiment qui sont, comme elle a dit, cutting edge in research and practice. Et dans ce numéro spécial, dont elle est l'éditeur invité, il y a beaucoup d'articles fort intéressants sur la gestion des hauts conflits, sur des programmes de prévention, avec des auteurs qui sont très connus. Et c'est des programmes qui ont été mis en place entre 2005 et 2011. Alors, je vous fais circuler ça pour en prendre connaissance et vous pouvez le faire venir du Family Court Review en ligne, mais j'aimerais bien récupérer le document après. Merci. Bon, alors... Donc, moi, aujourd'hui, je vais vous parler du protocole de gestion psychojuridique qu'on a mis en place, nous, au Québec. On a commencé il y a 4 ans. On a terminé ce projet-là au printemps l'année dernière. On a d'ailleurs déposé tout le rapport de ce que je vais vous présenter assez succinctement aujourd'hui parce que ce n'était pas l'objet de présenter toute la recherche qui a été faite là-dessus. Je vais surtout m'entretenir avec vous aujourd'hui sur comment on a développé cette collaboration interdisciplinaire pour essayer d'aider les familles à haut conflit. Et vous montrer que ça prend toute une équipe pour travailler avec ces situations-là. Alors, le plan de ma présentation, c'est difficile. Alors, je vais d'abord vous donner... je ne reprendrai pas la définition des hauts conflits. Marsha a fait un exposé remarquable ce matin à cet effet. Simplement rappeler que c'est très important d'avoir un triage de ces familles-là et des types de conflits pour pouvoir mettre en place, bien sûr, des interventions qui sont sur mesure. Hein. On ne peut pas dire que tous les hauts conflits nécessitent le même traitement. Elle a bien fait ressortir aussi ce matin l'importance de pouvoir identifier clairement quels sont les besoins spécifiques de certaines familles, afin d'éviter que ces gens-là, s'il n'y a pas eu un bon triage, il y a beaucoup de temps qui va s'écouler, il y a beaucoup de délais qui vont être imposés dans le processus, ce qui fait que le temps, c'est vraiment très important dans les hauts conflits. Plus on attend, plus les conflits perdurent, s'incrustent, deviennent beaucoup plus difficiles à renverser. Donc, c'est important, l'outil de triage, pour faire une bonne... d'envoyer les gens au bon endroit le plus rapidement possible pour éviter que ça se détériore. Ensuite, je parlerai des besoins de la pertinence de ce protocole psychojudiciaire. Je vous décrirai l'essence de notre projet à Québec qui a eu lieu à la Cour supérieure du Québec, dans le district de Québec. Je vous présenterai les éléments essentiels de ça. Quelques résumés, surtout axés sur comment on a travaillé en collaboration avec les juges, les avocats et les psychologues qui travaillaient comme conseillers familiaux, si on peut dire, avec chacune de ces familles. Après, je vous présenterai justement les enjeux, les difficultés de ces communications et collaborations interprofessionnelles, l'utilité du protocole et puis les leçons qu'on peut en tirer. Alors, les séparations hautement conflictuelles, c'est sûr que je ne vais pas reprendre, mais toutes les caractéristiques que vous voyez là et ce que Marsha a présenté ce matin, qui était très intéressant quand elle montrait son modèle des conflits modérés, légers, modérés et hauts conflits,
Je pense que c'est important d'avoir tout un continuum, mais de bien cerner quelle est la nature et l'intensité du conflit, à qui on a affaire, parce que justement, on veut donner des interventions qui vont être sur mesure, qui vont vraiment cibler les besoins de chacune de ces familles. Vous retrouvez d'ailleurs dans le diapo ici, dans la description, où il y a souvent la violence conjugale, l'aliénation parentale, des allégations de signalement des PJ, des enfants exposés au conflit, et très souvent, comme corrélat, des troubles de santé mentale et de personnalité. Et justement, je vais dire un mot là-dessus parce que ce sont souvent des dossiers qui sont extrêmement difficiles quand on a des hauts troubles de santé mentale. C'est peut-être la frange de ces hauts conflits pour lesquels on ne peut pas grand-chose parce que tous ces programmes que l'on offre ne sont pas des traitements psychiatriques ou médicamenteux. Et ces gens-là ne prennent souvent pas leurs médicaments, sont très peu coopératifs. Et même avec des ordonnances de la Cour, ils ne respectent pas les ordonnances. Donc, ce sont les cas un peu désespérés. Et donc, je pense qu'il y a une partie de ces gens-là qui présentent beaucoup de ces caractéristiques de troubles de santé mentale avec lesquels nos programmes, même les plus raffinés, les plus sophistiqués, n'arriveront pas à les sortir des impasses. Alors, pourquoi on a besoin d'un protocole psychojudiciaire et quelles sont les limites de nos programmes actuels? Alors, les séparations hautement conflictuelles, ça préoccupe beaucoup les intervenants qui sont généralement débordés, dépassés par ces conflits très élevés. Souvent aussi, comme le disait Marchand, ce sont les professionnels, tant de la santé mentale que les avocats et les juges, sont très peu ou très mal informés de toute la complexité de ces dynamiques hautement conflictuelles. Alors, ça va être très important que malgré tout ce qu'on met en place, on est à une ère où il va falloir faire beaucoup de formation, d'information et une information intersystémique. Alors, c'est très important que tout le monde se sensibilise et pas juste ceux qui sont dans la salle, mais vous avez un devoir de transmission ici à ceux avec qui vous travaillez, que vous côtoyez, qui sont de la profession juridique ou psychologique. C'est vraiment important qu'on puisse développer de plus grandes compétences. Alors, très souvent, quand ces conflits-là sont très élevés, on se retrouve dans les situations de rupture de contact parent-enfant. Et c'est important d'agir de façon urgente parce que trop peu et trop tard devient rapidement trop tard. Alors, le problème que l'on a aussi, c'est qu'à la Cour supérieure, les causes de divorce arrivent à la Cour supérieure. Bien, la Cour supérieure n'a pas d'outils psychosociaux, contrairement à la Cour du Québec. Et le seul outil dont dispose la Cour supérieure, ce sont les expertises. Et les expertises traditionnelles, bien, souvent, il y a de longs délais. Ça donne souvent un portrait très limité de la famille, ou en tout cas très momentané de la famille. Il n'y a pas nécessairement d'intervention. La Cour supérieure non plus n'ordonne pas de thérapie, ne peut pas, comme à la Chambre du Québec, à la Chambre de la jeunesse, il peut y avoir des prises en charge obligatoires parce que la compromission est là et il doit y avoir un engagement de thérapie. Alors, l'autre élément aussi, c'est que les avocats sont souvent cantés dans leur rôle traditionnel. Donc, ça en sont les limites. L'autre chose qui est importante et qui nous montre l'importance d'un protocole psychojudiciaire, c'est que malgré tous les efforts qui ont été mis en place au Québec pour essayer de rendre disponibles les méthodes alternatives de règlement des conflits, nos études, on est en train de mener une étude avec un groupe de chercheurs, ma collègue Karine Poitras de Trois-Rivières et mes collègues d'Ontario, Bala, Bearbone et Seini. On est en train de regarder justement l'accès à ces services-là et comment les gens les utilisent, la médiation, les séances d'information. Et ce qu'on constate, c'est que c'est très peu utilisé ou que c'est très souvent mis en échec, particulièrement chez les familles à haut conflit. Alors, il faut vraiment les cibler, ceux-là, il faut les identifier, puis il ne faut peut-être pas les laisser traîner longtemps dans le système. Il faut, comme le disait Marchand, les envoyer rapidement sur des modèles d'intervention adaptés à leurs besoins. L'autre élément des méthodes alternatives de règlement des conflits, c'est que souvent ces interventions psycho-éducatives ou psychojudiciaires, elles ont été développées, mais elles ont plusieurs limites. Parfois, on évacue complètement l'aspect juridique. Donc, on travaille en vase clos. Les psychosociaux travaillent, ils essaient de faire médiation, thérapie, coaching, mais il n'y a pas vraiment de collaboration avec les aspects juridiques, les avocats. Les familles aussi en conflit les plus sévères ne sont pas bien ciblées.
La dynamique familiale est souvent pas travaillée en profondeur. On a beaucoup de cours de séances de parentalité ou de séminaires où on fait de la psychoéducation aux parents, mais ce n'est pas suffisant de les informer. Il faut construire des habiletés parentales, il faut les aider à travailler à une meilleure collaboration, à une meilleure communication. Et très souvent, les enfants ne sont pas impliqués dans les interventions. Aussi, la plupart de ces services-là sont rarement disponibles dans les services publics ou communautaires. Et c'est des frais élevés. Quand les gens viennent en consultation en privé, ce sont des frais élevés quand il faut payer tous ces services. Bon, alors maintenant, nous, ce qu'on a pensé, cette équipe qui s'est penchée sur cette situation de haut conflit, elle était composée dans un premier temps de moi-même et de ma collègue qui est dans la salle ici, que j'appelle notre avocate turbo, qui a été la coordonnatrice de ce projet. Pour ceux qui connaissent Maître Sophie Gauthier, elle est vraiment un turbo. Devant le constat d'échec des méthodes traditionnelles, on s'est dit il faut faire quelque chose. Et tranquillement, a germé dans notre tête et on s'est associé rapidement à plusieurs autres collaborateurs, dont la juge Catherine Larosa, qui faisait le triumvirat, où on a coordonné ce projet-là, auquel s'est greffé tout un programme de recherche où j'appelle mon équipe PCR, donc Karine Poitras, Elisabeth Godbout et d'autres chercheurs se sont mis à table pour dire comment on va évaluer l'efficacité et l'implantation de ce projet-là. Donc, c'était vraiment un travail de collaboration extraordinaire, comme vous avez eu au Massachusetts, vraiment une collaboration d'une équipe très, très serrée. Mais on mettait au monde quelque chose de nouveau. On avait l'impression au Québec qui n'avait jamais été fait. Mais pas juste, on avait l'impression que c'était un projet pilote. Tout ça a eu lieu et a pu se faire grâce aussi au soutien financier généreux du ministère de la Justice du Québec. Mme Filteau, je crois que vous êtes dans la salle, et Mme Maître Gauthier aussi, je pense. On les remercie beaucoup pour ça. On a aussi l'aide du partenariat. Donc, on a eu des soutiens financiers qui ont permis de mettre en place ce tout petit projet qui a été un gigantesque projet, mais petit dans le sens d'un tout petit nombre de familles que nous avons suivies et qui nous a permis de réfléchir à l'implantation de tels modèles, à qu'est-ce qui fonctionne, à quels sont les enjeux et à qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien. Donc, c'est de ça dont je vais rendre compte aujourd'hui. Alors, c'est quoi les caractéristiques de notre projet PCR? Le PCR, c'est l'abréviation de parentalité, conflit et résolution. Alors, ça se décline en 3 grands éléments. Alors, on avait d'abord une intervention judiciaire adaptée, 2 outils psychosociaux et une communication interprofessionnelle fluide et transparente. Alors, je vous définis chacun de ces 3 éléments importants. Alors, tout d'abord, dans ce projet-là, on avait un juge, une famille. Les juges étaient désignés par le juge en chef de la Cour supérieure de Québec et ils restaient saisis du dossier à travers tout le protocole. Donc, chaque famille était bien encadrée de façon bien serrée. La latitude était donnée au juge pour savoir aussi comment, dans sa gestion du dossier, donc c'était des comment on appelle ça en gestion les juges faisaient de la gestion de dossier. C'est lui qui, donc, avait le loisir de déterminer le rythme du processus, quels allaient être les outils juridiques et psychologiques qui allaient être mis en place, qui décidait aussi de travailler autant avec les avocats qu'avec la famille qui rencontrait les enfants au besoin, qui rencontrait aussi le psychologue qui était assigné à la famille. Ensuite, l'autre élément très important de l'adaptation du caractère très serré de notre protocole et du volet juridique, c'est que les parties, autant que les avocats, devaient s'engager à travailler de façon collaborative. Alors, nous avions mis en place toute une série de formulaires de consentement éclairés dans lesquels chacun s'engageait, et je souligne particulièrement les avocats, s'engageaient à ne pas faire de procédurite aiguë, à ne pas déposer de procédure indue pendant le cours du processus, à soutenir le processus collaboratif auprès de leurs clients et de travailler vraiment de façon collaborative avec les autres avocats aussi. Les outils psychosociaux. Alors ça, c'était le volet... c'est intéressant parce qu'on avait donc tous ces volets-là qui travaillaient ensemble. On avait 2 choses. On avait un stage de coparentalité que nous appelons « Faire équipe avec les enfants ». Alors, ce stage comprenait 9 heures de séances de coparentalité. C'était 3 blocs de 3 heures avec 2 co-animateurs.
C'est un programme qui était axé, il s'est inspiré, je dois le dire, pour ceux qui connaissent peut-être ces programmes, dans la liste qui est dans votre pochette, il y a un programme qui s'appelle Working Together Project de Jesse Owen, pardon. On s'est inspiré de ce programme-là qui s'adressait à hauts conflits. Donc, ce sont des parents qui se rencontrent ensemble. C'est une intervention de groupe type séminaire de coparentalité, mais ce ne sont pas juste de l'information sur ce qui est nécessaire, important, mais c'est aussi de la construction d'habilités coparentales. Il y a plein d'exercices précis qui sont faits de communication. Il y a des cahiers de communication, les parents doivent mettre à l'essai. Et il y a aussi un volet qui est beaucoup plus introspectif de la place de l'autre parent dans la vie de l'enfant, leur propre expérience comme enfant avec leurs parents. Donc, il y a un volet c'est très complet comme programme. Et ça s'étend sur 9 heures. Donc, et chacun des parents doit participer à ces séances de formation, mais dans des groupes séparés, parce que souvent, ces parents-là ne sont pas capables d'être dans la même pièce ensemble. Donc, ils ont tous la même information, mais à des moments différents. Ensuite, nous avons ce qu'on a appelé, c'est une intervention ciblée pour la famille. On appelle cet intervenant, on l'appelait un intervenant en dynamique familiale. Alors, c'était 45 heures d'intervention ciblée de type systémique avec un genre de coach thérapeute familial qui rencontrait les enfants, l'enfant ou les enfants seuls ou ensemble avec chacun des parents et travaillait soit en dyade, soit en triade pour chacune des familles. Et lui, les suivait pendant 45 heures. Ces heures-là étaient toutes payées par justement le soutien financier que le ministère nous avait donné. Cette personne-là était une personne clé et charnière parce qu'elle devait aussi rendre compte de l'évolution du processus ou des impasses dans le processus. Donc, comment ça se déroulait? Et c'est mon troisième point, la communication interprofessionnelle était très transparente et fluide. Alors, il y avait un dispositif qui permettait que à tout moment dans le processus, l'intervenant en dynamique familiale pouvait faire des comptes rendus par écrit ou verbalement aux juges et aux avocats, soit par conférence téléphonique, soit par des audiences extrajudiciaires. Et le juge qui suivait tout le déroulement de ça pouvait modifier son ordonnance, faire d'autres recommandations, reconduire le suivi, parfois terminer le suivi parce que ce n'était pas un dossier qui était approprié ou qu'il y avait absolument une mauvaise collaboration. Alors, je vais juste vous présenter très brièvement les familles. C'est un tout petit nombre de familles. On avait 10 familles au départ. Je veux juste vous indiquer ici, et c'est ce qui est en rouge, que sur 7 des 8 familles, il y avait une rupture de lien avec l'enfant. Donc, juste pour qualifier la clientèle avec laquelle on a eu affaire, c'est que nous étions beaucoup dans des situations de rupture de lien, d'aliénation parentale, de très hauts conflits. Je souligne ça parce que dans une des questions de la salle qui a été posée à Marcha ce matin, on disait est-ce que ça peut être volontaire ou ordonné? Dans ce cas-ci, c'était volontaire, mais soutenu et ordonné par le juge. Fortement encouragé. Et tous, ils consentaient avec un consentement éclairé. Maintenant, ils avaient le droit de se retirer du processus. Mais comme on travaillait très étroitement, notre avocate coordonnatrice travaillait avec ses avocats pour leur dire, vous devez soutenir votre client, vous devez les encourager, leur montrer que c'est un dernier recours important et qu'ils doivent faire tout ce qu'ils peuvent pour collaborer. Donc, je vais souligner ça. Au départ, le projet n'était pas prévu juste pour des situations de rupture de lien comme ceux-là, mais c'est devenu beaucoup ça. Donc, c'était du labor intensive. On a travaillé très, très fort parce que c'était des cas très difficiles. Et la moyenne de séparation des familles, c'était entre 3 à 7 ans et demi. Donc, on voit que ça dure au-delà de 2 ans, les conflits, les retours en cours. Beaucoup de parents en union de fait, parce que 6 sur 8 en union de fait. 10 minutes? Oh là là. Bon, je vais sauter plus vite. Je vais sauter, donc, et les enfants, donc, la plupart des enfants en rupture de lien. 7 sur 8. Alors, ce qu'on a vu à la fin, les résultats, c'est qu'à la fin de la dynamique, à la fin de l'intervention, les mères avaient la perception que l'alliance, il y avait une meilleure alliance avec l'autre parent. Les pères rapportaient moins de conflits parentaux en présence des enfants. Les parents avaient l'impression que l'autre parent présentait moins de comportements aliénants.
Mais surtout, le plus important et dont on est très content, c'est qu'il y a eu reprise de contact avec le parent rejeté dans tous les cas, à des degrés variables. Alors, ce dont je veux vous parler, c'est le rôle et les enjeux de la collaboration. Alors, je vous ai laissé vous l'avez dans votre document, je ne le reprendrai pas, mais juste vous situer le cadre juridique à partir duquel on travaillait. Donc, le juge, dans le nouveau Code de procédure civile, le tribunal a le devoir de... excusez-moi, je n'ai pas avancé ici. Le juge a le devoir de favoriser la conciliation telle que le prévoit l'alinéa 2 de l'article 9. Il peut aussi demander, s'il y a un règlement à l'amiable, il peut homologuer, mais s'il n'y en a pas, il peut prendre des mesures de gestion appropriées. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le juge était en gestion. Les avocats, il y a toute une série d'obligations. Peut-être juste attirer votre attention sur le fait qu'il doit... l'avocat est tenu d'informer son client sur l'ensemble des moyens disponibles pour régler les différends. Il doit aussi pouvoir communiquer des informations, même si de façon générale c'est confidentiel, avec l'autorisation implicite du client ou lorsque disposition expresse le demande. Donc, dans notre protocole, il avait le droit de communiquer des informations qui pourraient faire avancer la cause. L'avocat aussi doit coopérer avec le système de justice, avec tout intervenant du système de justice. Il doit collaborer avec les autres avocats. Le secret professionnel, je vous pose tous ces cadres-là parce que c'est des choses avec lesquelles on s'est débattu un peu. Le secret professionnel, c'est le code de déontologie des psychologues, la Charte des droits et des libertés, qui impose aux professionnels l'obligation de respecter le secret professionnel. Alors, à moins qu'il soit autorisé par la personne qui a fait des confidences ou par une disposition expresse de la loi. Donc, dans ce cas-ci, le psychologue avait le droit de transmettre un certain nombre d'informations. Il le fallait. On voulait qu'il y ait une communication transparente sur qu'est-ce qui se passe. On a eu un petit peu de difficulté à savoir jusqu'où il peut aller dans ce qu'il peut révéler ou dévoiler de son travail avec la famille ou avec chacun des parents, de telle sorte que ça puisse faire avancer le processus dans le meilleur intérêt de l'enfant, sans pour autant nuire à l'alliance thérapeutique qu'il avait avec la famille, avec chacun des parents. Voilà. Alors, ce que l'on a constaté en faisant on a fait différentes entrevues, des focus groups, des questionnaires avec les différents participants. Ce qui ressort de l'ensemble des commentaires et de l'expérience des avocats, des juges et de l'IDF, c'est qu'il y avait des enjeux difficiles. Pour l'avocat, le plus grand défi, c'était de trouver un équilibre entre respecter le mandat du client qui lui dit « je veux que tu me représentes, je veux avoir plus de temps de contact avec mon enfant, je veux un changement de garde », et le rôle de l'avocat qui, dans ce projet collaboratif, devait convaincre son client que dans le meilleur intérêt de l'enfant, on doit lui permettre de recréer un lien avec l'autre parent, on doit collaborer comme parents. Donc, des fois, ils étaient un peu en porte-à-faux, ce n'était pas toujours facile, et ça demande aussi tout un changement de mentalité, de paradigme pour les avocats qui sont formés et rompus au litige. Pour le juge, c'était l'équilibre entre cette espèce d'écoute empathique, médiatrice, facilitatrice, conciliatrice, si je peux dire, et l'autorité du juge, où le juge doit, à un moment donné, trancher et peut-être prendre des décisions qui pourraient amener à un renversement de garde, à un changement d'ordonnance. Pour l'intervenant dynamique familiale, c'était l'équilibre entre communiquer toutes les informations pertinentes à l'équipe sans trahir le secret professionnel et préserver l'alliance thérapeutique. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que quand on les interroge, on leur demande « qu'avez-vous pensé de l'IDF ?» Les avocats auraient voulu que l'IDF se mouille plus, disent beaucoup plus d'informations, donnent leur juste au juge. Et on sait que ces parents-là, ils sont en général en conflit depuis très longtemps. Ils ont une vision le VV dont parlait Marsha ce matin, Victim and Violent. Ils sont vraiment dans ce paradigme-là. Donc, pour eux, ils espéraient que l'intervenant allait dire toute la vérité et allait démontrer au juge que c'est l'autre qui était le vilain. Ils auraient voulu que le psychologue se mouille beaucoup plus et dévoile les choses. Les juges trouvaient qu'ils auraient souhaité que le rôle soit un peu mieux défini parce que pour eux, c'était difficile de voir que ce que le psychologue apportait, ça ne puisse pas être utilisé en preuve parce qu'on n'était pas... Le psychologue qui rapporte son processus n'est pas là comme un témoin expert qui a fait une expertise et qui donne des recommandations de garde. Donc, alors qu'ils trouvaient fort intéressant la contribution de l'IDF, ils n'étaient pas trop sûrs comment utiliser certains juges avaient un certain malaise.
Les parents aussi étaient mécontents parce qu'ils auraient voulu vraiment que le juge puisse trancher, que l'IVF dise tout pour faire voir au fond des choses ce qu'il y avait de problématique chez l'autre. Je ne lirai pas les citations, vous les avez probablement dans le... par ailleurs, tous ont trouvé que, je vais commencer par les avocats, que l'IDF avait sauvé le dossier dans plusieurs situations, que c'était plus utile qu'une expertise parce qu'on sait qu'ils travaillent en profondeur pendant 45 heures. Ils voient à toutes les semaines les différents membres de la famille. Il y a vraiment une communication transparente, continue, un suivi important et en profondeur. Les juges vont parler d'une innovation la plus importante du protocole PCR, c'est-à-dire la présence de ce psychologue qui travaille avec la justice et qui leur donne l'information qui fait avancer les parents. C'était 3 psychologues fort compétentes, très bonne collaboration. Et les juges vont dire que c'est beaucoup plus en profondeur que ce qu'on reçoit dans une expertise. Les parents ont aussi dit que les IDF étaient des personnes très compétentes, ils étaient très satisfaits. Je ne lirai pas les extraits, mais ça vaut la peine de les lire. Il y a des choses très intéressantes, soit du côté des juges, des avocats ou des parents qui font état de ça. En général, la plus-value, beaucoup de force et de bienfaits dans ce programme-là. Certains parents ont trouvé que c'était beaucoup trop long et ont senti qu'ils avaient perdu du temps, de l'argent et ils n'ont pas gagné leur cause. Il faut se rappeler que ce sont des parents en haut conflit, très clivés. Et pour eux, gagner leur cause, ils ont souvent eu l'impression que s'ils avaient été en litige, ils auraient gagné plus leurs points. Ils n'auraient pas eu à céder. Un peu comme on le voit en médiation familiale. On a tout un travail de restructuration de qu'est-ce que c'est d'être gagnant? Qu'est-ce que c'est un succès d'intervention? Est-ce qu'on peut le définir autrement pour chacun des intervenants, tant dans la tête du juge que de l'avocat, que du client, que des parties? Les avocats avaient la même vision, avaient l'impression, plusieurs, que ça aurait été plus efficace par une gestion traditionnelle, même s'ils reconnaissaient les bénéfices du travail de l'intervenant en dynamique familiale. Les juges, pour leur part, trouvaient que c'est une innovation importante qui a facilité beaucoup leur travail, que c'était très éclairant. Et tous étaient d'accord que le fait que le juge reste saisi et responsable de la famille à travers tout le processus, que c'était le point le plus important, le plus gagnant. Alors, je vais sauter ça. Alors, comparé aux approches traditionnelles, communication, collaboration interprofessionnelle est possible. Ça, c'est novateur. La nécessité d'un changement de mentalité à travers la communication qu'il y a entre les différents professionnels. Le juge saisi du dossier, c'est un plus, comme je viens de le dire. Le temps qui est donné, qui est imparti pour le professionnel de la santé mentale de travailler à fond toutes les problématiques, c'est aussi une grande différence par rapport aux approches traditionnelles. Et mettre l'enfant au cœur de l'intervention, parce que souvent, et il était vraiment au cœur de l'intervention, très accompagné dans le dialogue avec chacun de ses parents pour essayer de comprendre quelles étaient les impasses, pourquoi il y avait ce bris de relation et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour restaurer, retisser ce lien. Les facteurs de succès, juste quelques mots là-dessus. Donc, la transparence et l'alliance thérapeutique sont des éléments forts importants qui se sont dégagés lors du focus group avec les IDF. La solidarité et la compréhension commune entre l'intervenant en santé mentale et l'équipe juridique. Les autres éléments clés dans notre analyse, c'était que l'enfant avait moins de 10 ans. Rappelez-vous qu'on est tous dans des cas de rupture, donc d'aliénation aussi parentale. Donc, si l'enfant avait moins de 10 ans, c'est un facteur de succès. Que la rupture du lien était moins qu'1 an. Qu'il y avait une absence de problèmes de santé mentale, on l'a bien dit tantôt, que le parent aussi avait un peu une certaine motivation, même s'il avait accepté de participer au protocole. Que les avocats comprenaient bien aussi la dynamique familiale, qu'ils arrivaient à voir au-delà de juste une petite portion des revendications de leurs clients, la complexité de la situation familiale. Que le juge était proactif et qu'il cadrait bien l'intervention, donc à la lumière des informations apportées par le professionnel de santé mentale, que le juge pouvait prendre acte et faire bouger les choses ou être un peu plus parfois marqué, incisif et modifier des jugements ou parler aussi à tout le monde, parler à l'enfant, remobiliser les parents, les engager à poursuivre et à vraiment mettre des efforts. Ensuite, les avocats, l'expertise et la formation aussi des intervenants en dynamique familiale, ça c'était très important.
Et aussi un élément qui est ressorti, je ne l'ai pas mentionné, mais à travers tout le travail d'intervention psychosociale, comme coordonnatrice clinique, j'encadrais à travers des supervisions de groupe. On revisait tous les dossiers à chaque semaine à travers toutes les 2 années où a duré le projet, où est-ce que chacun pouvait réfléchir ensemble sur les impasses et les difficultés de leur dossier et pouvoir partager avec les autres. Donc, ça permettait aussi d'éviter les burn-out de ces professionnels en santé mentale qui peuvent vraiment brûler les intervenants, mais aussi de gagner une perspective, de ne pas avoir trop le nez pris sur ce qu'on appelle, nous, les contre-transferts ou les boutons sur lesquels ils pèsent chez les professionnels. Donc, en terminant, ce qu'on en dit, c'est que c'est un premier pas vers un nouveau paradigme. Alors, il y a une des intervenantes en dynamique familiale qui dit « On a réussi à ouvrir sur la possibilité de faire autrement. On voit qu'il y a d'autres façons d'agir, d'élargir et d'avoir des nouveaux modèles. » Et un juge qui dit « On a eu vraiment l'impression de construire ensemble quelque chose et d'y contribuer à notre façon. » Justement, de baliser peut-être le chemin pour des solutions porteuses pour l'avenir. Et c'est comme ça qu'il voyait les choses. Et un autre juge disait que pour le système judiciaire, que c'était beaucoup plus efficace que d'avoir un dossier qui revient constamment avec des nouveaux juges et on recommence à la case départ, et que c'est la voie de l'avenir. Alors, les enjeux, c'est de savoir reconnaître les frontières interprofessionnelles. Les juges restent des juges, les avocats, des avocats, les psychologues, mais là, je parle de psychologues, il peut y avoir des travailleurs sociaux aussi qui font ce travail, mais dans notre cas, c'est des psychologues. Donc, savoir reconnaître les frontières, mais pouvoir bien collaborer, bien définir comment va s'installer la collaboration psychojudiciaire et baliser les modes de communication. Je n'ai pas le temps d'en parler ici, mais s'il y a la période de questions, vous voulez plus d'informations, et vous pourrez lire dans les publications qu'on fera là-dessus et dans le rapport qui est déposé au ministère de la Justice. Les forces dans notre projet, c'était la cohésion des membres de l'équipe, la richesse des connaissances mises en commun. C'était un très beau voyage qu'on a fait ensemble. La possibilité d'avoir une vision plus élargie, plus complexe et plus globale de l'ensemble des situations de ces familles. Les défis, comme j'ai dit, le secret professionnel, préserver l'alliance thérapeutique avec chacun des participants, des parents. Les règles de preuve pour les juristes. Pour les juristes, comment utiliser ce que le travailleur de santé mentale apporte. Parce que ce n'est pas comme dans le système traditionnel, ça ne peut pas avoir force de preuve dans le dossier. Et l'importance de bien baliser le champ de pratique et les enjeux déontologiques. Donc, il me reste 1 minute. 0 minute. Voilà. Bon, mais je m'arrête. Merci pour cette question. Effectivement, c'est là où c'est très important, un outil de triage, comme on disait, parce que les très hauts conflits ne viennent rarement sur une base volontaire. Ils ne veulent pas changer ce qui s'est installé. Ils ne veulent pas reviser leur position de l'autre parent qui est pour eux le vilain, puis eux, ils sont juste le bon parent. Donc, c'est vrai qu'on est obligé d'avoir des contraintes dans les très hauts conflits. Et moi, ça m'a posé un problème de conscience morale comme intervenante parce que je me disais, comment on peut forcer des gens on ne force pas les gens à aller en thérapie ou à aller faire des changements. Mais dans ces cas-ci, si on garde l'intérêt supérieur de l'enfant en priorité en tête comme notre objectif de faire attention, de bien le protéger, de lui donner accès à ses 2 parents, puis d'installer un climat plus sain, bien, la contrainte devient comme nécessaire. Sinon, il n'y a aucun parent qui va réussir vraiment à se mobiliser. Maintenant, c'est vrai aussi qu'il faut convaincre les avocats qui sont la courroie de transmission. C'était ça mes dernières diapos que je n'ai pas eu le temps de transmettre, mais je pense que les avocats ont un rôle central parce qu'ils ont une relation vraiment privilégiée avec leurs clients. C'est à cette porte-là que le client frappe, il est fragile, il est en état de détresse. Il veut que l'avocat aille à la guerre pour lui. Et je pense qu'on a un changement de paradigme et de mentalité qui s'impose du côté de la pratique des avocats. Et je pense que, et ça a permis mes recommandations dans le rapport d'ailleurs de cette longue recherche, où je pense que dès la formation au barreau, la formation des avocats qui apprennent à faire de la représentation des clients, il faut leur transmettre cette idée de justice collaborative et de façon de faire autrement que juste du litige. Maintenant, bien sûr, il faut les mobiliser à participer. C'est ça qui a été notre grand défi. Dans le cas où on a eu le juge qui a dit
avec ces cas difficiles, on va les obliger d'une certaine manière. On ne peut pas les obliger, mais ils prennent acte du consentement des parents à faire autrement et à profiter, excusez-moi, et à profiter justement de ce dispositif nouveau qui était mis en place au Québec pour pouvoir faire une différence. Et c'est ça je pense qu'on a réussi à accomplir dans le projet de Québec. Il y a encore plein de choses à parfaire et à améliorer, mais je pense aussi qu'on espère laisser des traces pour pouvoir inspirer le système judiciaire à faire autrement et les professionnels de la santé mentale aussi. Donc, on espère vraiment que ça va être porteur de ça. On va être dans la suite des choses. Maintenant, est-ce que mon turbo maître... oui, tu voudrais dire quelque chose à... Alors, je vais donner la parole. Prendre le micro pour la traduction. J'ai besoin de multiplicateurs. Comme il y a une vingtaine d'avocats là, ici présents, la question que tu posais, c'était de comment on peut faire parce que on peut pas. Nous, notre projet, c'était tout le monde voulait y aller, ils ont tous signé des consentements, mais actuellement, dans le code de procédure civile, on peut obtenir des gestions particulières parce que ce qu'on a fait, nous, les avocats, dans ce projet-là, c'est on n'a pas été obligés d'inventer des nouvelles règles. Là. On s'est servi du code de procédure civile qui permet les gestions particulières, c'est-à-dire qu'il y a un juge qui est désigné pour s'occuper d'un dossier en particulier. Puis les dossiers au niveau de conflit, ils rentrent dans ces critères-là. Puis pour le reste, les ordonnances qu'on a faites dans ces dossiers-là, c'est toutes on est tous capables d'y arriver, même si les parents ne veulent pas nécessairement collaborer. Une fois qu'il y a une gestion particulière, le juge peut servir de ses pouvoirs de gestion, puis finit par arriver à pouvoir faire certaines ordonnances, en tout cas. C'est beaucoup plus subtil que simplement cette réponse-là, mais ça peut se faire. Ben, c'est moins une question qu'un commentaire ou une intervention. Alors, je suis juge en chef adjoint pour la Chambre de la jeunesse au Québec. Ce que vous avez fait, en fait, tant par le projet de coordination parentale que le CPR, c'est de poser des jalons de quelque chose qui va nous amener beaucoup plus loin. À compter de janvier prochain, sous l'influence, en fait, du juge Boulanger, qui était mon prédécesseur, il y a eu un groupe de travail qui s'est mis sur pied, impliquant les avocats, des juges, les gens de la direction de protection de la jeunesse. Et à compter de janvier, il va y avoir un nouveau programme, un projet pilote, en fait, qui va démarrer en Montérégie et dans la région de Québec. Et c'est une trajectoire socio-judiciaire. On a intitulé ça vers la reconstruction d'une coparentalité. Mais tout ce que vous avez dit depuis le début nous a servi dans nos réflexions à bâtir cette trajectoire socio-judiciaire-là. Donc, un volet judiciaire et un volet social. Ce qu'on doit bien comprendre par ailleurs, c'est que la volontarité est l'élément clé. L'avantage qu'on a, nous, en jeunesse, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que les juges sont saisis de la situation des enfants. Les directions de protection de la jeunesse offrent des services. Pour ce qui était à la Cour supérieure à Québec, ce que vous avez fait est exceptionnel parce qu'il n'y en a pas ou à peu près pas de services qui sont donnés. Nous, on a cet avantage-là. Et d'autre part, quant à la volontarité, je reprendrai un peu ce que Mme Filion a dit tout à l'heure, lorsqu'elle mentionnait que la mère lui avait finalement dit « Je pense que je n'ai pas le choix ». Il faut aussi savoir que dans des situations où il y a des signalements, il y a un processus judiciaire qui est en place, on a un levier et possiblement que ce levier-là va amener les parents à consentir plus facilement à une démarche qui devrait débuter par une mise en contexte, une conscientisation d'abord de la situation de cet enfant-là. Et ça va éventuellement servir de remorque pour les amener un peu plus loin. Mais je profite simplement de ça. D'abord, je vous félicite pour ce que vous avez fait, parce que c'est exceptionnel. J'ai beaucoup apprécié cette matinée-là. Mais d'autre part, je voulais vous dire, regardez ce qui se passe à Québec et en Montérégie. Intervenez, nourrissez-nous, parce que ce qu'on veut, c'est que ce projet-là puisse atteindre une certaine pérennité puis puisse se développer ailleurs et puisse faire en sorte que le projet, parce que la seule ombre au tableau, à mon sens, sur le CPR, c'est de dire qu'il s'est terminé en février dernier, ce qui est inacceptable à toute fin pratique. Je vous laisse le micro, j'ai terminé. Je voulais juste rebondir sur votre commentaire, Monsieur le juge. Merci beaucoup d'ailleurs pour ce très, très sympathique commentaire. Le projet s'est terminé, mais on n'a pas jeté la serviette encore. C'est-à-dire que pour l'instant, on a déposé notre rapport final au ministère de la Justice qui devra le mettre en ligne, j'imagine, sous peu. Mais notre équipe très dynamique a pris juste une pause après ce long processus et on a bien l'intention d'essayer de voir quelles sont justement la sagesse qu'on peut retirer de ce qu'on a appris là-dedans
et comment on peut continuer à développer, à adapter des choses de façon, peut-être à travers toutes les régions du Québec. Déjà, il y a des choses qui se font de façon assez spontanée. Je pense que Sophie pourrait en parler à Québec déjà. Il y a déjà beaucoup de juges et d'avocats qui mettent en pratique certaines des choses qu'on avait développées. Ce que Lorraine est en train de faire, c'est très proche aussi de ce qu'on a fait comme modèle en Lorraine. Donc, il n'y a rien qui empêche des initiatives locales. Et c'est sûr que c'était un projet pilote, mais justement, les projets pilotes sont là pour pouvoir nous permettre d'aller sur le terrain, d'implanter quelque chose, d'en tirer des leçons et de faire encore mieux, mais certainement pas de s'arrêter là. Donc, même si le projet est terminé, les suites à venir sont vraiment, c'est dans le collimateur et on a bien l'intention de faire des relances, nous, même pour des suivis sur la recherche, ce qui est arrivé à ces familles-là après, mais aussi faire des formations et diffuser le plus possible des modèles psycho-juridiques, judiciaires comme celui-ci. On pense que c'est très porteur pour l'avenir.